Ça y est, l'été touche à sa fin et pour certains, une boule au ventre commence à pointer son nez avec la reprise. Alors pour toutes celles et ceux qui retournent au travail un peu à reculons, je vous recommande chaleureusement, chaudement le parcours Chance, fidèle soutien de Métamorphose. Alors vous savez, Chance, c'est ce bilan de compétences et cette communauté d'entraide qui vous aide à redonner du sens à votre vie professionnelle. En 3 mois seulement, vous allez pouvoir redéfinir vos objectifs, renouer avec ce qui vous anime vraiment et écrire une nouvelle page professionnelle, le tout accompagné de votre coach dédié choisi sur mesure en fonction de votre personnalité. Et le petit plus que j'aime tout particulièrement et qui change tout, c'est la force et la présence de la communauté Chance. C'est un collectif hyper engagé qui est à vos côtés, prêt à échanger, à vous épauler et à vous ouvrir son réseau. En résumé, c'est un vrai accompagnement sur 12 semaines pour changer ce qui doit l'être dans votre travail pour qu'il soit en harmonie avec la personne que vous êtes aujourd'hui. Et en plus, le parcours est 100% finançable grâce à votre compte personnel de formation. Alors les amis, je vous invite à surfer sur l'énergie de la rentrée pour vous mettre en action. Rendez-vous tout de suite sur le site chance.co pour faire le point gratuitement avec un conseiller et changer ce qui ne va pas ou ce qui ne va plus dans votre vie professionnelle. Bienvenue dans la saison 5 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Au fil des semaines, je vous invite à découvrir avec moi des sujets inspirants portés par des personnalités lumineuses pour cheminer ensemble vers un éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h. Aujourd'hui, dans Métamorphose, on se penche sur un sujet qui suscite souvent des questions, des préoccupations chez les femmes, le cycle féminin. Alors pour tout savoir sur ce cycle, mais aussi comment prendre soin des règles douloureuses, le fameux syndrome prémenstruel, que faire avec un fibrome, des kystes aux ovaires ou de l'endométriose, quelles sont les solutions au moment de la ménopause, comment maximiser aussi ses chances de tomber enceinte pendant l'ovulation. Pour nous en parler, mon invité du jour est médecin, ancien attaché des hôpitaux en dermatologie et chef de clinique en endocrinologie et nutrition. Il est aussi l'auteur de nombreux ouvrages en relation avec une approche scientifique de la médecine naturelle, notamment son dernier livre aux éditions Erol, Les fabuleux pouvoirs des bourgeons pour votre santé. Il dirige aussi un laboratoire de produits de soins et de compléments alimentaires. Vous aurez bien évidemment reconnu le docteur Paul Dupont. Bonjour docteur, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui dans Métamorphose. Bonjour Anne, merci de m'avoir invité sur ce sujet passionnant. Alors c'est un sujet passionnant et quand on fait la liste des sujets comme je viens de le faire, je me dis ça fait beaucoup de choses et encore on ne peut pas tout balayer, mais on va, et notamment des sujets qui sont quand même assez lourds, qui mériteraient peut-être une émission à part entière. J'avais fait une émission par exemple assez complète avec une nutritionniste sur l'endométriose, Léa Zubiria, qui est un sujet sur lequel on a encore aujourd'hui assez peu d'informations malgré tout. Mais on essaiera d'esquisser en tout cas des solutions. Oui, disons que le problème du cycle féminin, c'est un problème majeur, parce que 80% des femmes ont des petits problèmes, quoi. Donc on va essayer de trouver des solutions. Alors bien sûr, ce sont des solutions alternatives, ce ne sont pas des médicaments, ce dont on va parler. On va parler des plantes, des compléments alimentaires et de la physiologie. Voilà, absolument. C'est vrai qu'on le redit à chaque début d'émission, mais si on a des problèmes lourds, évidemment que là, ce sont des astuces au naturel, certaines pistes, mais cela n'empêche pas la consultation chez son médecin traitant ou gynécologue, évidemment. Voilà, oui. Alors, pour revenir un peu sur ces phases du cycle et la physiologie un peu du cycle féminin et du corps de la femme, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que déjà on peut débroussailler un peu le sujet, même si on a toutes évidemment une idée et toutes et tous une idée de comment ça se passe, mais pourquoi c'est important de revenir dessus ? Disons qu'il faudrait repositionner le sujet sur un petit peu la philosophie du cycle féminin. La philosophie, d'abord, c'est un cycle lunaire qui fait que, pour prendre un exemple concret, on avait remarqué, par exemple, dans certains monastères, disons, elles avaient toutes pratiquement les mêmes dates du cycle et des règles.
Peut-être le fait de vivre coordonnées dans une certaine forme d'harmonie, de tranquillité faisait qu'elles étaient vraiment en harmonie avec la nature. Aujourd'hui, on se dérègle un peu par rapport à la nature. Et donc, il faut quand même percevoir l'importance de ce cycle qui est destiné avant tout à la conception. Voilà. Et donc, tout est basé dans le corps humain, féminin, pour concevoir, voilà, pour être maman, en fait. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie et qui fait que peut-être, en y pensant, disons que ça peut mettre certaines idées de nouveau en place. Alors, mais venons-en quand même au sujet. Il y a donc, dans ce cycle féminin, 2 grandes phases, la phase folliculaire et la phase lutéale. Ce sont des phases qui permettent de préparer l'ovulation et ensuite de la maintenir viable pour qu'il puisse y avoir une conception. Alors c'est vrai que tout part de ce principe. Maintenant, bien sûr, on n'est pas destiné à avoir des dizaines d'enfants. Donc la nature est faite de telle sorte qu'il y a ensuite une régulation et que les hormones qui sont sécrétées par l'hypophyse, par l'hypothalamus, vont être contre-activées, on peut dire, ça s'appelle un feedback négatif, par les sécrétions ovariennes. Donc, vous me coupez, Anne, parce que là, je vais m'étaler, mais si vous voulez me poser des questions... Non, mais c'est intéressant, voilà, c'est intéressant de reprendre simplement le cycle, terminer là-dessus, c'est bien. Voilà. Donc, première partie du cycle, on va avoir une sécrétion qui va monter croissante d'œstrogène, la libido va augmenter jusqu'à la période de l'ovulation, qui est au 14e jour du cycle, et qui est liée à une sécrétion ponctuelle et très forte de l'hypophyse en relation avec l'hypothalamus, qui est le grand centre psychique et émotionnel du cerveau. Et donc, sous l'effet de cette pulsation, il y a ce qu'on appelle la ponte ovulaire. Enfin, ça fait penser au ponte ovulaire, vous avez compris. Oui, à ce moment-là, ça fait un peu poule pondeuse. Voilà, c'est ça. Ça, c'est la physiologie. Hein. Et donc, à partir de là, se forme un corps jaune qui permet la phase lutéale pendant laquelle la progestérone est sécrétée. La progestérone va tempérer l'effet des œstrogènes et préparer à la fécondation. Mais si la fécondation n'a pas lieu, le corps jaune va dégénérer et au bout d'un moment, il y a une chute des hormones ovariennes et les règles arrivent, et ce qui permet, si vous voulez, de repartir sur un nouveau cycle. Voilà un petit peu comment c'est constitué de manière physiologique. Alors c'est vrai que d'un point de vue physiologique, on est assez clair dessus maintenant, grâce à vos explications, merci. Et beaucoup de femmes se plaignent d'avoir parfois ce fameux syndrome prémenstruel, voire même des douleurs avant les règles. Est-ce que on a eu tendance, et c'était assez tabou, à considérer que c'était normal ? Est-ce qu'il faut considérer que quand on a des douleurs, c'est normal ou pas forcément ? Non, c'est pas normal. D'abord, c'est vrai que ça touche quand même 80% des femmes. Je pense que le rythme de vie actuel est peut-être en cause. Souvent, j'ai insisté sur le stress dans différents propos. Et il est vrai que le stress de la vie qu'on mène, qui est une vie trépidante, et où laquelle la femme souvent est obligée de se confronter à des obstacles et donc à avoir la lutte, cette lutte entraîne des sécrétions des surrénales. Et il faut savoir que les surrénales pompent la progestérone, c'est-à-dire que, par exemple, la testostérone fabriquée par les surrénales est synthétisée à partir de la progestérone. Donc, ça va entraîner une chute de progestérone, et c'est cette chute de progestérone qui peut être à l'origine, justement, de ce syndrome prémenstruel qui se traduit par des maux de tête, une baisse du moral, parfois des sautes d'humeur, des douleurs au sein quand ça vient plus tôt. Souvent, la mastose, ce qu'on appelle la mastose, les mastodynies, c'est-à-dire les seins gonflés, ça peut arriver presque de suite après l'ovulation, vous voyez, pendant presque 15 jours. Et le syndrome prémenstruel lui-même, il va être lié justement à cette carence en progestérone qui crée ce qu'on appelle un déséquilibre avec hyperœstrogénie relative, c'est-à-dire qu'il y a trop d'œstrogène par rapport à la progestérone. Et tout ça, c'est l'effet du stress. Après, il n'y a pas que le stress. Il n'y a pas que le stress, oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme facteur d'influence ? Disons que vous avez des produits comme l'alcool, le tabac, tous les excès qu'on peut commettre de produits excitants. Les épices même peuvent également perturber.
Donc, il faut savoir qu'avant les règles, et même pendant les règles, il faut peut-être avoir une alimentation un petit peu différente, faire attention au rythme de vie, ne pas se coucher trop tard, éviter les excès, voilà. Parce que l'hyperémotivité liée aux excès peut également perturber, entraîner des congestions du bas-ventre, voilà. Il faut se méfier aussi des coups de froid. Parce que si, par exemple, vous avez un bain froid avant les règles, vous pouvez très bien provoquer une vasodilatation interne qui va peut-être donner des douleurs. Vous voyez, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. Qu'est-ce que le syndrome prémenstruel peut éventuellement cacher? Est-ce que ça peut aussi masquer, en tout cas, voilà, révéler une endométriose, par exemple? Alors, en général, c'est pas forcément toujours le cas. L'endométriose, c'est vraiment très douloureux. Donc, c'est vrai que on en parle de plus en plus. L'endométriose étant, si vous voulez, des parties d'endomètre qui ont migré soit vers les ovaires, soit parfois même vers les parois intestinales. Donc, c'est assez embêtant. Et ces petits morceaux d'endomètre vont réagir comme l'endomètre lui-même, mais avec impossibilité d'être évacué. Donc il y a congestion, inflammation et douleur. Et donc, effectivement, on peut passer à côté. On peut passer à côté. S'il y a des ballonnements, des douleurs, des malaises même, ça peut être effectivement le signe de l'endométriose. Alors, on va revenir dessus tout à l'heure et puis sur les solutions. Si on reste sur le syndrome prémenstruel, le fameux SPM, qu'est-ce qu'on peut faire pour soulager? Vous avez parlé de l'alimentation, des facteurs de stress, du froid, etc. Mais est-ce qu'il y a des plantes qui peuvent nous aider à prendre soit au long cours, soit ponctuellement à ce moment-là? Alors, vous savez que j'ai l'occasion de formuler, pour ce dont vous avez parlé tout à l'heure, et il y a beaucoup de plantes actives, en fait. Il y a les macéroglycérinés de bourgeon. Le premier auquel on peut penser, c'est le framboisier, parce qu'effectivement, il a un tropisme progestatif. On peut également concevoir des complexes alimentaires qui puissent être progestatifs, entre guillemets, c'est-à-dire avoir une action comme la progestérone, bien que ça ne soit pas prouvé, parce que les molécules hormonales, pseudo-hormonales qui sont dans ces plantes ne sont pas forcément identiques à la progestérone. Je veux penser par exemple au YAM, l'igname sauvage, qui a une action un peu comme la progestérone, bien qu'on n'ait jamais démontré par quel biais elle agissait. Tout ce qu'on sait, c'est que la progestérone a une action, par exemple, sur le système nerveux central, une action apaisante. Eh bien, l'igname a également cet effet-là. Ensuite, on a une autre plante qui est à mon avis fantastique, c'est l'alchimie. On l'appelait autrefois le manteau de Notre-Dame. Et cette plante, elle a un effet d'apaiser, de cicatriser, d'avoir une action progestérone-like, c'est-à-dire presque comme la progestérone. Et donc, il est tout à fait possible, quand on a ce syndrome prémenstruel, de commencer une petite cure avec ces plantes que l'on prendra, vous voyez, juste après l'ovulation et jusqu'aux nouvelles règles, pour éviter justement cette carence. Ensuite, quand il s'agit plutôt de mastose ou de syndrome mastosique, mastodinie, les seins trop gonflés, trop douloureux, on peut utiliser l'huile d'onagre, tout simplement. L'huile d'onagre, c'est également une huile qui contient des oméga, des acides gamma-linoléniques, qui va avoir un effet, si vous voulez, de stimuler les prostaglandines et donc de limiter tous les effets du syndrome prémenstruel, tout en limitant également les mastodinies. Et voilà, c'est ce qu'on peut vraiment préconiser, l'huile d'onagre et les plantes dont j'ai parlé, que l'on peut trouver souvent dans des compléments associés et qui vont avoir un effet de compenser le manque de progestérone. D'accord. Alors justement, ces compléments, soit on le fait fabriquer chez le pharmacien, soit on en trouve tout près. Par exemple, votre laboratoire en propose. On va trouver ces solutions aussi dans le livre que vous avez coécrit, dont je parlais en introduction, Les fabuleux pouvoirs des bourgeons pour votre santé, que j'ai eu la joie de diriger en fait chez Erol. Je le dis par transparence aussi pour nos auditeurs. Donc, on peut trouver déjà des choses qui sont toutes faites et qui sont déjà... voilà, parce que c'est vrai, quand on parle des bourgeons et des plantes, nos auditeurs nous disent « mais comment je les trouve? Quelle préparation ?» Donc là, on peut aussi se retourner vers son pharmacien, soit pour les commander, soit pour demander une préparation ad hoc.
Oui. Enfin, là, on est en train de créer toute une gamme. Je parle du laboratoire, je ne sais pas si je peux en parler, mais on est en train de créer toute une gamme féminine. Et voilà, après, je peux peut-être pas les citer, mais sachez que ça existe, quoi. Voilà. Et D'accord. d'ailleurs, à ce sujet, puisqu'on parle du syndrome prémenstruel, il y a un syndrome que j'ai pu vraiment voir améliorer il y a déjà de nombreuses années en associant 3 plantes. C'est la dysménorrhée. Je ne sais pas si on va en parler. Allez-y, oui, la dysménorrhée, c'est important et c'est vrai qu'on en parle peut-être moins. Voilà. C'est un problème majeur. Je crois que ça touche pratiquement une femme sur 2, de plus ou moins grande importance. Ce sont des douleurs à type de crampes associées à des congestions du bas-ventre, mauvais flux menstruel. Et là, en associant 3 plantes dans un produit que j'ai nommé Dysmen, comme ça on s'en rappelle, on associe dedans, si vous voulez, 3 plantes qui ont une vertu de sympathie avec l'organe utérin. Dans les théories anciennes, je pense que certains de vos éditeurs le savent, il y a une sympathie naturelle entre une plante et un organe. Au point que, par exemple, dans les bourgeons, quand il y a cette sympathie, on retrouve les mêmes hormones qui sont dans l'organe ou qui agissent dans l'organe. Et bien, par exemple, pour la dysménorrhée, il y a 3 plantes très particulières qui sont actives. Une était dédiée à Hélène de Troie, et on l'appelait d'ailleurs les pleurs d'Hélène, et c'est l'aunay. Et l'aunay a un effet effectivement de favoriser le flux menstruel, de telle sorte qu'il n'y ait pas des caillots, que ce soit régulier, etc. Et en l'associant à 2 autres plantes, notamment le bouleau qui est un décongestionnant du bas-ventre, et l'ortie blanche. Voilà, l'ortie blanche qui est un antalgique et qui agit très très bien dans les douleurs des règles. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être très efficace, et au point que, dans ce que j'ai pu observer chez les personnes à qui j'ai pu le donner, ce mélange, on avait au bout de 3 cycles plus de problèmes de douleur. Voilà, il semblerait qu'il y ait eu une régularisation du flux menstruel régulier, qui fait qu'au bout de 3 prises de ces compléments, juste du 20e jour du cycle au 2e jour des règles, on ait vraiment réglé le problème. Est-ce qu'il y a des précautions à prendre avec les plantes que vous avez citées ? Je pense notamment aux femmes enceintes qui pourraient tomber enceintes au moment de leur cycle, évidemment. Je pense aux framboisiers. Est-ce qu'il y a des contre-indications ? Alors, en principe, on n'a pas, avec le framboisier, tellement de contre-indications, mais il vaut mieux être prudent quand même, parce que si vous voulez, d'abord, il y a de l'alcool dans les macérats glycérinés de bourgeons. Et ensuite, il y a eu des études contradictoires. Pourtant, au Canada, les sages-femmes utilisent très, très régulièrement ce bourgeon pour éviter justement les contractions qui peuvent être à l'origine de fausses couches. Ce qu'il faut savoir, c'est que dès que la conception a lieu, il y a quand même des symptômes qui apparaissent assez rapidement. La fécondation se fait au 14e jour du cycle. On a 24-48 heures pour que ça se fasse. Une fois que c'est fait, si vous voulez, il y a quand même des symptômes qui vont laisser penser qu'il risque, c'est pas un risque, qu'il y a la chance de pouvoir concevoir. Moi, j'aime pas le mot tomber enceinte, c'est pas une chute. Pour moi, c'est un bien-être. Voilà. C'est un changement de nature du corps féminin qui est merveilleux, et donc il faut pas prendre ça comme une chute, c'est pas une... Voilà. Donc, a priori, il n'y a pas de plantes contre-indiquées, mais elles sont souvent sous forme d'alcool, donc ça, effectivement, c'est pas indiqué. C'est vrai qu'on emploie des expressions qui sont dans le langage populaire et qui ne sont pas toujours très heureuses. Je l'ai dit en introduction, tomber enceinte, on dit aussi tomber amoureux. J'en ai parlé dans une émission sur la passion avec la philosophe Marianne Chaillan aussi, qui disait que finalement, tomber amoureux, ce n'est pas forcément non plus quelque chose de très joyeux quand on dit ça de cette manière-là. En tout cas, alors puisqu'on parle justement de cet état de bien-être qui est la grossesse. Alors grossesse, c'est pareil, c'est un mot qui est pas très joli quand on y pense dans le langage français. Ça fait penser à être engrossé aussi. C'est ça. Si on va par là, on va plus savoir comment s'exprimer. Mais on remonte au problème moyenâgeux là, ces problèmes. Oui. C'est ça. Ouais. Mais en tout cas, si on parle justement de la femme enceinte, en tout cas de la fertilité, puisque ça c'est un mot qui est assez fécond, fertilité, fécondité, bien-être,
beaucoup de femmes se posent la question, comment détecter dans mon cycle que je suis à cette phase d'ovulation pour maximiser finalement les chances d'attendre un enfant, pour éviter le mot de tomber enceinte. Oui. Normalement, bon, la femme qui s'écoute doit sentir un petit peu le désir monter petit à petit avec le cycle. Vers le 12e, 13e, 14e, il y a une augmentation de la libido, si tant est que la sécrétion œstrogénique soit suffisante. Donc il y a ce phénomène. Il y a ensuite l'augmentation de la température, mais ça, c'est plus difficile à vérifier. C'est un demi-degré, donc c'est pas terrible. Et après, il y a une petite modification des sécrétions du col utérin avec ce qu'on appelle les pertes blanches. Ça aussi, c'est pas un terme très heureux, mais disons que la glaire cervicale est un petit peu plus blanche. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'elle est de nature alcaline. Elle va favoriser un petit peu l'attraction du spermatozoïde. Voilà. Et après, il y a des petites anecdotes aussi. Je ne sais pas si on peut en parler, mais ça sort un peu du sujet. Mais souvent, on voudrait savoir le sexe. Voilà. Alors, il y a eu des travaux. Alors, c'est un peu de l'anecdote, mais pourquoi ne pas en tenir compte ? Par exemple, par rapport à la phase lunaire, on sait que, par exemple, si on est en lune descendante, c'est plus favorable pour un garçon. C'est entre la nouvelle lune et la pleine lune. Et par contre, quand on est après la pleine lune, c'est plus favorable pour une fille. Donc, on peut peut-être en tenir compte. Et la deuxième chose assez amusante, c'est le régime aussi. Par exemple, pour un garçon, on aura tendance à davantage saler les aliments, et pour une fille, plutôt augmenter le calcium, le magnésium, les produits laitiers. Vous voyez, tout ça, c'est un tout. Et pour concevoir, ce qui est important aussi, c'est de ne pas être carencé, notamment en oméga 3 et en vitamine B. Et moi, souvent, ce que je conseille, parce qu'on me demande pour des gens qui ont des personnes, pour des couples qui ont des problèmes de difficulté à concevoir, c'est l'huile de krill est très intéressante parce que c'est une nourriture pour l'ovaire. Vous voyez, c'est un antioxydant, ça apporte des vitamines, oméga 3, donc voilà. Et les vitamines B aussi, pourquoi ? Parce que ce sont des facteurs de croissance. Voilà ce qu'on peut dire à peu près par rapport à l'ovulation. Sur la fertilité, peut-être un autre point qui peut être aussi le stress ou le facteur psychologique qui peut être bloquant. C'est vrai qu'on a ces récits, puisque vous parliez de récits populaires, que de nombreuses femmes qui cherchent à adopter tombent enceintes au moment de l'adoption parce que il y a une espèce de stress qui tombe, l'enfant va arriver, il y a une procédure qui peut être en cours, et là, hop, il y a quelque chose qui se débloque. Hein. Je crois que c'est assez courant. Donc, ça veut dire qu'il y a un facteur quand même de blocage psychologique assez important finalement pour la conception, enfin qui peut être assez important. Oui, je pense que ça c'est vrai. Et si vous voulez, l'ovulation, c'est c'est un ordre donné par l'émotion du cerveau, le psychisme, de concevoir. C'est un ordre. Cet ordre est suivi par la sécrétion des hormones de l'hypophyse, l'hormone lutéinisante, la LH, et qui va avec la FSH qui stimule les œstrogènes, va donner le pic ovulatoire. C'est un pic de sécrétion. Donc ce pic, il ne doit pas être perturbé. Or, tout stress d'hyper-émotivité, d'hyper-anxiété, tout comme certaines intoxications, pollution, alcool, tabac, perturbateurs endocriniens, tout ça, c'est très, très ponctuel. Il y a un désir derrière, voilà. Il y a un désir. Et ce désir, je sais pas moi, je pense que j'ai souvent réfléchi à la question des 9 mois de grossesse. Je me suis dit, est-ce qu'il n'y aurait pas 3 mois de plus avant la conception ? Et est-ce que ça serait pas un cycle de 12 mois ? Vous voyez, ce qui ferait que le désir doit monter pendant 3 mois jusqu'à un moment que lorsque la nature le souhaite, parce on est dépendant de la nature, il ne faut pas croire que l'être humain, il sait tout faire lui-même. Donc, il faut demander, il faut essayer de s'harmoniser avec la nature, avec les éléments, se calmer, se régénérer, faire de la méditation peut-être, hein, voilà. Et à partir de là, se demander pourquoi on veut un enfant, se poser des questions, est-ce que j'en serais capable, tout ça, tout préparer psychiquement pour être bien. C'est pas un ordre qu'on donne au corps, c'est le corps qui va suivre un événement psychique lié à l'émotion intérieure.
Hmm. C'est intéressant ce que vous dites et en même temps, ça peut être aussi soit culpabilisant, soit stressant de se dire, si je suis pas complètement prêt, ça va pas venir et qu'est-ce qu'il faut que je fasse et dans ma vie, j'arrive pas à me mettre dans des conditions et pourtant il y a ce désir d'enfant. Et puis ça peut évidemment relancer des reviviscences de traumas passés à ce moment-là également. Oui, alors ça, bien sûr, c'est le problème. Il faut tout faire en sorte, si vous voulez, de ne pas être carencé déjà dans les vitamines qui sont nécessaires, hein, celles que j'ai citées tout à l'heure. On parle du sélénium, on parle du zinc, on parle des vitamines B, des acides gras, etc. Il faut éviter aussi de s'intoxiquer avec l'alcool, le tabac, etc. Vous voyez, parce que tout ça, ce sont des facteurs qui vont perturber la bonne évolution au niveau des ovaires, hein, de sécrétion de progestérone notamment. Donc il faut tout mettre de son côté et ensuite il faut lâcher prise aussi parce que une culpabilisation par rapport à ce désir de conception, ça peut le bloquer aussi. Pourquoi ? Parce que c'est une pensée négative en fait. Et tout ce qui est négatif est contraire à la conception. Hein, voilà, pensée négative. Donc il faut essayer d'être neutre et d'être à l'écoute de son corps, mais disons de lâcher prise mentalement. C'est pas un phénomène mental. Par rapport à des personnes qui prendraient un mode de contraception comme la pilule, est-ce qu'il peut être bon d'arrêter assez longtemps à l'avance pour laisser le corps à nouveau reprendre une régulation peut-être plus naturelle ? Et oui, parce que les contraceptifs vont bloquer, si vous voulez, le fonctionnement ovarien et vont bloquer également l'hypophyse. Et donc, il faut que les glandes qui sont liées aux émotions, hein, puisque voilà, on le sait, puissent avoir le temps de se rééquilibrer, de se remettre en phase. Et donc, effectivement, il ne faut pas bien passer 3 à 4 mois. Après, ça dépend des personnes. Hein, voilà. Mais il faut bien passer 3 à 4 mois avant de pouvoir espérer obtenir des résultats. Oui. Ok, alors sur la fertilité, est-ce qu'on a fait un peu le tour ? Peut-être qu'on peut en venir à d'autres... Il y a un autre sujet important dans la fertilité, c'est l'état vaginal, parce que on n'en parle pas assez, mais il peut y avoir une dysbiose, c'est-à-dire une mauvaise flore vaginale, qui va faire qu'effectivement, ça peut perturber la grossesse et même la conception. Et donc, c'est à l'origine d'ailleurs de ce qu'on appelle la vaginose, c'est-à-dire des symptômes qui ne sont pas forcément des infections, hein, mais où il va y avoir trop de certains germes, entérocoques, colibacilles, parfois même Gardnerella ou Candida albicans, qui font qu'à partir de ce moment-là, il y a des irritations, il peut y avoir des dyspareunies, des douleurs lors des rapports, et aussi une irritation permanente. C'est là qu'il faut agir aussi, et d'ailleurs, peut-être on en parlera, mais il est important que certains bacilles qui forment la flore de Doderlin soient présents dans le vagin, pour que justement le moment de la conception se fasse de manière adéquate. Alors, comment est-ce qu'on peut favoriser cette bonne flore d'ailleurs, puisqu'on y est, allons-y, parce que ça concerne les femmes enceintes, mais finalement toute femme. Alors, on a, si vous voulez, des probiotiques spécifiques. Vous en avez 2 en particulier. Le plus important, c'est le Lactobacillus crispatus. Il a un drôle de nom, hein. C'est le majeur de la flore de Doderlin. Et c'est lui qui va, par compétition, permettre d'éviter que des germes ne collent à la paroi ou qu'il y ait un déséquilibre de l'acidité. Il faut que la flore vaginale crée un milieu légèrement plus acide que la peau. Vous voyez, aux alentours de 4,5, la peau étant à 5,5. Donc, il suffit de prendre ces probiotiques associés peut-être à d'autres produits. Nous, on l'a appelé Ginebioflore. Hein, et à ce moment, on le prend par la bouche et il se colonise petit à petit par voie digestive rectale et par l'intermédiaire du plancher pelvien, le périnée, il va gagner le vagin. À condition de ne pas avoir une hygiène intime trop agressive. Parce que si la personne a trop tendance à se laver avec des produits irritants, elle va délipider la partie périnéenne entre l'anus et les grandes lèvres. Et c'est par là, si vous voulez, qu'il peut y avoir des problèmes après d'infection réelle ou de vaginose. Donc il faut faire très attention à utiliser des produits très doux et qui ne délipident pas l'épiderme.
Les probiotiques que vous avez recommandés, vous parlez on parlait toujours de la fertilité, mais est-ce qu'on peut aussi, quand on sait qu'on a des problèmes de candidats, etc., faire des cures comme ça régulièrement? Ah oui, 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 de toute façon, ça c'est quelque chose qui devrait être pris régulièrement pour permettre justement d'entretenir la flore de dos d'Erlin. C'est aussi utile après la ménopause parce que suite à la chute hormonale, il n'y a plus des oestrogènes pour stimuler la flore, donc à ce moment-là, on va avoir de la sécheresse vaginale, un inconfort, des irritations externes, etc. Donc c'est là que ces probiotiques qui sont spécifiques de la flore de dos d'Erlin vaginale seront très utiles. En fait, ils sont utiles très très généralement. Pour la moindre irritation, on peut vraiment les utiliser. C'est le pendant, si vous voulez, de ce qu'on utilise, par exemple, pour un eczéma, on va avoir certains probiotiques, le rhamnosus. Pour les problèmes de colite, on va voir les bifidobacterium, etc. Disons que chaque probiotique a un tropisme. Et celui de la flore dont on parle là est vraiment très important de le maintenir en bon état. Alors c'est très intéressant ce que vous dites, j'ouvre une parenthèse parce que c'est vrai que je crois que les probiotiques, c'est un peu comme les antibiotiques, c'est pas automatique. Et vous venez de rappeler en fait cette règle-là, c'est que tous les probiotiques ne sont pas bons pour tout. Et on peut aussi déséquilibrer notre flore intestinale ou vaginale en utilisant finalement des probiotiques qui ne sont pas appropriés à l'action à laquelle on cherche à arriver. Donc ça, c'est important de le redire. Parce que comme il y a eu cette grande mode des probiotiques, on a l'impression que c'est devenu une panacée, alors que c'est pas toujours le cas. Non, tout à fait. Ils ont chacun leur spécificité et eux-mêmes entrent les uns avec les autres en compétition. Et il vaut mieux éviter justement ces complexes où il y a trop de bacilles dont on ne sait pas leur effet. Moi, je pense au Streptococcus notamment. Il faut se méfier parce qu'on ne sait jamais s'ils ne peuvent pas traverser la barrière intestinale et provoquer des problèmes. Donc, il faut y aller avec précaution. Et en général, il n'y a pas 50 actifs. On a à peu près les principaux, c'est ce que je citais là. D'accord. Alors, puisque vous parliez de la ménopause, peut-être qu'on peut aller vers la ménopause. Comme ça, on reste dans tout ce qui est naturel dans le cycle. Et puis après, on viendra plus à tout ce qui est un peu plus pathologique, c'est-à-dire les kystes, les fibromes. Et puis, on reviendra sur l'endométriose qu'on a un petit peu esquissé, mais on approfondira un peu plus ce sujet. Alors, le problème de la ménopause, c'est le changement de climat, on dira. Donc, entre 45 et 55 ans, il va y avoir des prémices. Il peut y avoir une hyperménorrhée, c'est-à-dire qu'on peut se mettre à trop saigner, d'où les carences en fer. Et donc ça, il faut compenser la carence en fer parce que la chute du fer peut aggraver les hémorragies, parce que le fer intervient avec les plaquettes sanguines. Donc, il faut penser à ça. Et ensuite, il faut bien voir que lorsque la ménopause s'installe, de nombreux symptômes désagréables vont apparaître. Il y a, disons, un relâchement des tissus, il y a une sécheresse du vagin, il y a des problèmes d'insomnie, un moral qui va décliner un petit peu, il n'y a plus tout le bien-être des phases du cycle féminin. Et donc, on peut compenser ça avec un apport de plantes qui ont un effet œstroprogestatif, en sachant que, alors, normalement, elles sont censées être contre-indiquées en cas d'antécédent personnel ou familial de cancer du sein. Ça, c'est ce qu'on a dit, et c'est ce qu'on a dit par extension par rapport au THS, le traitement substitutif hormonal synthétique. En fait, ce qu'il faut savoir quand même par rapport à ces plantes, c'est qu'elles ont un effet agoniste-antagoniste. C'est-à-dire que lorsqu'il y a besoin de stimuler, elles vont stimuler, c'est l'effet agoniste. Et lorsqu'elles ont besoin de freiner les récepteurs parce qu'il y a trop de stimulation, elles ont un effet antagoniste. C'est-à-dire qu'elles vont freiner l'activité œstrogénique ou progestative sur les récepteurs hormonaux, qui soient au niveau des seins, au niveau de l'utérus, etc. Donc ça, c'est quelque chose que la science a oublié ou n'a pas voulu savoir. Et l'extension que l'on fait de dire que les plantes œstrogéniques sont dangereuses au même titre que les hormones de synthèse, à mon avis, c'est pas vrai. Mais c'est mon avis personnel, donc ça n'engage que moi. Et bien sûr, je me garderai bien de critiquer, disons, le fait qu'on soit obligé de dire que les plantes œstrogéniques sont dangereuses. Voilà. Bon. Toujours est-il qu'il y en a beaucoup. On trouve le lin, par exemple, avec ses lignanes. Il y a bien sûr les dérivés du soja.
Il y a le houblon aussi qui est pas mal. Il y a la luzerne. Enfin, il y a beaucoup de plantes qui sont œstrogéniques en fait. Et pour quand même éviter qu'après la ménopause, on ait un excès d'œstrogène, on peut cumuler cela avec des plantes progestatives-like, comme justement le yam dont on parlait tout à l'heure, l'igname sauvage, et éventuellement une plante qui va freiner l'hypophyse, qui est le Vitex agnus, le gâtillier. Ça, c'est une plante extraordinaire aussi. D'ailleurs, elle agira comme l'alchimie sur les douleurs des seins. On peut d'ailleurs trouver des gels à base de Vitex, le Vitex agnus. Et d'ailleurs, elle porte son nom. Vous savez comment on l'appelait, le Vitex? C'est le poivre des moines. Donc, ça veut bien dire qu'elle n'est pas propice aux excès. C'est plutôt l'inverse. Donc, de là de dire que le Vitex est dangereux par rapport au cancer du sein, c'est pas vrai. Il y a même eu des travaux qui ont montré que c'est un préventif. Mais bon, chacun ses idées. Alors ça, si par exemple, si on prend du Vitex agnus, le fameux gâtillier, hein, c'est ça? Oui. On le prend sous forme de bourgeon, de macérat, et combien de gouttes on peut prendre par exemple par jour? Alors là non, là on est dans des plantes en teinture ou en nébulisa. Après bon, on peut le prendre associé, c'est mieux parce que si vous voulez, ce sont des plantes qui vont en avoir un effet de totem, mais qu'on peut tempérer par des associations. Ce que je propose, moi, ce que je disais tout à l'heure, c'est que je préfère associer des plantes légèrement œstrogéniques avec des doses d'œstrogène qui soient bien déterminées. Il faut à peu près se baser sur le poids et on fait à peu près 1 mg par kilo de poids de tout phytoœstrogène confondu pour pas dépasser des valeurs qui puissent être, disons, nocives. Donc si on prend les lignans du lin associés aux génistéines de soja, etc., on ne doit pas dépasser à peu près 60 mg jour, vous voyez. Et on peut l'associer avec des actifs progestatifs comme le yam et éventuellement le Vitex pour éviter justement les bouffées de chaleur et l'action sur l'hypophyse. Alors justement, j'allais vous dire, est-ce que ça fonctionne sur les bouffées de chaleur? Parce que c'est quand même la grande question pour beaucoup de femmes. Alors évidemment, il y a le poids. Il peut y avoir des sueurs nocturnes, vous l'avez dit, les sécheresses vaginales. Enfin, il y a tout un tas quand même de désagréments possibles. Hein. Tout le monde ne traverse pas forcément ça, donc oui. Ça dépend des personnes. Mais on parle quand même beaucoup des bouffées de chaleur. Donc ça, là, le gâtillier, Vitex agnus, a un effet sur les bouffées de chaleur, vous disiez? Normalement, en oui. association avec les autres. En association, comme je disais, à des plantes œstrogéniques et progestatives, bien qu'elles ne soient pas directement des mêmes hormones. Hein, ce n'est pas les mêmes hormones que celles du corps humain. Après, vous avez certains bourgeons. Vous avez le macérat glycériné d'Érel, qui est très actif également, puisque ça a cette action œstrogénique un peu. Et on peut cumuler l'érel et le framboisier. Le bourgeon d'érel, le bourgeon de framboisier. Donc là, c'est un peu soit l'un, soit l'autre. C'est-à-dire, soit on trouve un complexe dont vous avez parlé. Vous en connaissez? Vous en formulez vous-même des complexes? On a deux complexes. Ça s'appelle le chiné dans les deux cas. Donc, il y en a un, c'est à base de plantes. Et l'autre, ce sont les bourgeons, effectivement, de framboisier et d'érel qui sont mélangés. Comme ça, on a les deux effets cumulatifs. D'accord. Et donc, on peut prendre les deux ou c'est soit l'un, soit l'autre? Alors, on peut alterner, si vous voulez, les gélules qu'on prend au coucher plutôt parce qu'il y a du houblon dedans. Donc ça a un effet aussi sur le sommeil. Et après, on peut faire, par exemple, 20 jours de gélules et 10 jours de macérat glycériné, vous voyez, pour ne pas s'habituer toujours au même produit. D'accord. Ok, donc ça c'est très clair. Par contre, on le fait sous couvert de son avis médical, évidemment, toujours. En tout cas, si on a un suivi particulier, on demande. Hein. Voilà, de toute façon, régulièrement, on doit être suivi par un gynécologue pour beaucoup de raisons. D'abord pour faire des frottis réguliers, pour aller vérifier que tout va bien, palpation des seins, etc. Ça, c'est très, très important. Hein. Il faudrait normalement tous les ans. Voilà. Très bien. Alors cela dit, si je vais voir mon gynécologue en Suisse et que je parle des plantes, je crois qu'elle va me regarder avec des yeux ronds. Oui. Donc il faut trouver une personne qui connaisse un peu le sujet. Hein. Bah oui. Si vous voulez, pour la petite histoire, là, je lisais il n'y a pas très longtemps un manuscrit qui date on peut dire du 14e, écrit en langage vernaculaire des Pyrénées mélangé au latin. Et quand vous regardez les plantes qui sont décrites dessus, en patois, hein, enfin c'est le langage vernaculaire, c'était des aphorismes
Et par exemple, vous aviez l'armoise à telle vertu que celui qui la prend aura tel effet, et il terminait par proteste, c'est prouvé. Or, cette médecine des plantes, elle est 3 fois millénaire, pour pas dire plus, et elle est factuelle. C'est-à-dire que ce n'est pas des visions de l'esprit, on ne cherche pas les molécules qui sont dedans, on connaît les effets. Or, quand on connaît un effet, on n'a pas besoin de se préoccuper de savoir qu'est-ce qu'il va y avoir dedans qui a cet effet pour l'extraire de manière sélective, en faire un médicament. Bien sûr, la plupart des médicaments actifs ont été extraits des plantes, à commencer par l'aspirine. Mais quand on connaît l'effet d'une plante et quand on est dans un état qui permet de l'utiliser en préventif, sans avoir recours à une médication trop forte, ça doit être la première intention. Et l'erreur, à mon avis, qu'on commet aujourd'hui, c'est d'avoir oublié tout ça. Il y a 4000 ans d'histoire de la médecine derrière nous. Et la phytothérapie, ça en faisait entièrement partie. Voilà. Ça, c'est un peu pour le coup de gueule. Voilà, c'est bien de le rappeler, en tout cas. Alors, venons-en. Est-ce qu'on a terminé sur la ménopause ? Évidemment, pour chaque sujet, on pourrait faire une émission presque à part entière. Oui. Après, il y a tous les effets sur la peau. Enfin, c'est complexe. Disons que il faut prendre des oméga 3, des vitamines E. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de choses à faire. On revient sur l'onagre, là. Hein. Et l'onagre, c'est fantastique, l'onagre. Donc là, l'onagre, on prend des compléments et on prend ça au long cours. On peut en prendre tous les jours, ça, il n'y a pas de souci. On le fait 20 jours par mois, mais il vaut mieux que ça soit en capsule et pas en huile directement. Parce qu'elle s'oxyde autrement. Il faut qu'elle soit protégée avec des vitamines E dans la capsule pour ne pas s'oxyder. Ok. Qu'est-ce qu'on peut prendre d'autre au moment de la ménopause pour terminer quand même dessus et avoir eu un peu des grandes familles de remèdes ? Après, il y a tous les problèmes circulatoires. Donc, vous avez la vigne rouge, vous avez le mélilo, vous avez le bouleau. La sève de bouleau est très bien aussi pour dépurer l'organisme. Enfin, c'est sûr que c'est tout un... vous avez le krill qui est très bien, l'huile de krill, parce qu'elle va augmenter toutes les capacités de mémoire, de concentration, d'idéation. Ça, c'est un des produits fétiches du labo, puisque c'est un produit que j'avais fait venir en Europe en 2005. Ça n'existait pas, on a été obligé d'essuyer les plâtres, de le faire catégoriser en novel food. Ça a été complexe. Maintenant, tout le monde en parle, mais c'est vraiment extraordinaire. Ok, alors peut-être on peut passer aux problématiques assez importantes. Je pense notamment aux fibromes et puis aux kystes aussi aux ovaires. Alors parfois on les confond d'ailleurs, les fibromes et les kystes. Est-ce que c'est plus ou moins la même chose ou pas du tout ? Ah non, du tout. Les fibromes, disons que c'est le muscle utérin qui a tendance à proliférer. On n'en connaît pas très très bien l'origine en fait. On n'est pas certain que, bien que le muscle utérin soit sensible aux œstrogènes, c'est pas sûr que ce soit simplement les œstrogènes. On a tendance à dire que dans le cas de fibrome, il faut prendre de la progestérone en plus. C'est pas sûr non plus que ça soit suffisant. Donc il y a un phénomène là qui peut être lié à l'hypophyse, parce que c'est l'hypophyse quand même qui envoie les ordres de prolifération. Donc c'est un problème assez complexe et un traitement par les hormones n'est pas suffisant. Voilà. Donc il faut les surveiller, les fibromes, il faut parfois les opérer, et donc ça demande une surveillance. Après, vous avez des plantes qui peuvent être utiles, qui sont des plantes qu'on appelle astringentes. Juste avant d'en arriver aux plantes, il y a quand même des personnes, j'ai le sentiment, qui sont des femmes qui sont plus sujettes aux fibromes que d'autres. Oui. Il y a des terrains à fibromes ? Ben oui, héréditaire. Okay. C'est un peu comme les nodules de la thyroïde, parce que par exemple, dans les nodules de la thyroïde, il y a trop de récepteurs de la TSH, et peut-être que dans les familles à fibromes, il y a trop de récepteurs musculaires du muscle utérin aux œstrogènes. Vous voyez, ça peut être ça. Et donc, pour une quantité équivalente d'œstrogènes, il y aura tendance à augmenter le volume plus rapidement. Après, certains ont invoqué la piste d'un virus aussi. Je pense aux fibromes sous-muqueux. Donc, on n'est pas certain encore vraiment de l'étiologie. Il y a certainement un contexte génétique, héréditaire, mais il y a peut-être d'autres facteurs. Le stress intervient sûrement. L'hyperémotivité. Vous savez, quand on est... quand l'hypophyse fonctionne trop, elle envoie des ordres un peu incoordonnés, et donc ça peut être la conséquence, oui.
Ouais, on ne sait pas toutes les causes. Alors venons-en peut-être à quelques solutions. Qu'est-ce qu'on peut faire en première intention si on n'est pas candidat à l'opération, c'est-à-dire si ce n'est pas des fibromes trop gros qu'il faut retirer de manière certaine? Alors on peut tenter l'utilisation de plantes astringentes qui resserrent, c'est-à-dire qui vont diminuer le volume, ou tout au moins le stabiliser, parce que diminuer, c'est un peu comme la prostate, une fois que ça a gonflé, c'est pas évident, hein. Disons, comme plante, vous avez la potentille, Potentia reptans, qui est la quintefeuille, qui est une plante également qui était traditionnellement parmi les plantes les plus sacrées, bien qu'on marche dessus sans le savoir en permanence, puisqu'elle pousse partout. Et c'est une plante qui a la vertu de resserrer, astringente. Elle resserre les excès, donc elle peut être utile pour éviter justement que le fibrome ne soit trop perturbant, soit parce qu'il entraîne trop de saignements, soit parce qu'il a tendance à trop se congestionner. Voilà. Sous quelle forme ? En teinture, on peut l'utiliser en teinture, une teinture de potentille, ou en tisane, mais bon, après, il faut la faire bouillir, c'est un peu plus long. La teinture, c'est plus facile, il suffit de prendre des gouttes, 50 gouttes matin et soir pendant un certain temps, et de voir comment évolue le fibrome. Après, bien sûr, il faut tempérer en prenant peut-être des analogues de la progestérone. Je pense à l'alchimie en particulier. L'alchimie, c'est une plante cicatrisante aussi, hein, donc elle peut être utile pour la femme qui a de fibromes. Alchimia en teinture, ça s'appelle. D'accord, chémia. Alchimia. Alchimia, pardon. C'est la plante des alchimistes, en fait. Donc, ils recueillaient la rosée sur leurs feuilles, sur ses feuilles. Intéressant. Les rêles en bourgeon, est-ce que c'est intéressant dans ce cas-là ou pas forcément ? Ben non, parce qu'elle est plutôt œstrogénique, donc il vaut mieux éviter. Plutôt le framboisier dans ces cas-là. D'accord. Est-ce qu'on peut passer aux kystes notamment aux ovaires ? Là, quelles seraient les plantes intéressantes ? Un kyste, ça vient d'où en général ? Alors en fait, c'est une mauvaise ovulation qui aboutit, disons, à une inflammation de l'ovaire et qui va donner effectivement un kyste. Et là, on n'a pas trop de solutions directement avec les plantes. On peut tenter quand même justement les rêles. Pourquoi ? Parce que les rêles, elle va porter un surplus d'œstrogène et ça va un peu freiner l'hypersécrétion ovarienne qui peut précéder justement le kyste. Et donc, on peut, disons, faire des cures des rêles pendant le cycle. Ah, il y a quelqu'un qui vous appelle pour un kyste, là. Oui, c'est ça. C'est ça, j'aurais pas dû laisser le téléphone branché. Non, ou alors c'est que j'ai dit une bêtise, on veut me remettre à l'ordre. On vous souffle à l'oreillette, docteur Ou alors on me Dupont. le souffle, voilà, c'est ça, oui, c'est la régie qui attend de me dire, bon maintenant t'as assez parlé, t'en as trop dit. Non, après on peut faire première partie du cycle les rêles, deuxième partie du cycle framboisier. Autrement, il y a le cassis aussi qui est pas mal. Tout ça, c'est les macérats glycérinés. D'accord. Qui peuvent être utiles dans les kystes. Alors ça, on va retrouver aussi les bonnes prescriptions dans votre livre, Le Les fabuleux livre de pouvoirs des Jocelyne bourgeons, hein, voilà. Pour votre santé. Ouais. Donc ce sera intéressant, on trouvera les bons dosages. Alors on va terminer cet épisode, docteur Dupont, avec l'endométriose. Qui nécessiterait une émission à part entière. Je le disais, je le rappelle, parce qu'on a fait une très bonne émission sur ce sujet avec une diététicienne nutritionniste qui elle-même est atteinte d'endométriose, qui a beaucoup creusé le sujet et qui en a fait un livre, d'ailleurs aussi publié chez Erol, sur ce thème-là. On sait encore assez peu de choses finalement sur cette problématique. On a le sentiment qu'il y en a de plus en plus. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est parce qu'avant, on diagnostiquait mal finalement cette maladie ? Oui, je pense que c'est plutôt la deuxième raison, oui. Oui, c'est plutôt ça, oui. C'est-à-dire que tout comme avant, on diagnostiquait moins de problèmes de thyroïde, aujourd'hui, on en diagnostique beaucoup. Bon, après, il y a toute cette histoire d'environnement, de pollution quand même, parce que là, on peut se demander si les perturbateurs endocriniens ne sont pas en cause, hein. Donc, voilà, entre autres. Après, il y a le rythme de vie, c'est toujours pareil. Disons que tout ce qui va exciter l'endomètre va le faire proliférer de manière anarchique, avec des risques qui se développent mal et qui ne soient pas bien éliminés
la dentelle utérine, la dentelle endométriale, par exemple, n'étant pas bien éliminée pendant les règles, elle peut effectivement migrer. Donc, ça peut être une des causes. Et donc, ce que moi, je préconiserais, bon, je ne vais pas dire mieux que ce qu'a dit ma consoeur, hein, disons que ce qu'il faut éviter quand même, c'est l'alcool, le tabac, les excès de se coucher tard, etc. L'aspect festif, c'est bien, mais ça peut être parfois en cause d'aggravation de ce genre de problème. Bon, après, tout ce dont j'ai parlé tout à l'heure, les associations dont j'ai parlé, par exemple, le produit qui s'appelle Progestactif, qui va améliorer l'état progestérone, peut être utile, tout comme le produit que j'ai cité qui s'appelle Dysmen et qui va éviter les douleurs. Et effectivement, d'après ce que j'ai pu observer, c'est comme si on voulait calmer les douleurs des règles, mais on le fait un peu plus longtemps, pour pas que justement il y ait cette congestion des morceaux d'endomètre qui ont migré. Voilà. Mais c'est un problème majeur, parce qu'il y en a de plus en plus. Ouais. C'est pas antinomique le produit que vous avez conseillé avec la contraception, j'imagine? Non. D'accord. Non. Ça, c'est un produit qu'on peut prendre, le complément que vous avez cité, qu'on peut prendre au long cours, par exemple? Alors, il faudra le faire, si vous voulez, dans la mesure où on n'est pas quand même désireux de grossesse. Pourquoi ? Parce qu'on ne connaît pas quand même tous les effets des plantes, donc il faut quand même faire attention. Tout ce qui concerne les plantes à progestérone-like, celles-là, elles sont bénéfiques, puisqu'elles vont permettre justement la conception. Les plantes qui sont antalgiques, je pense à l'aunay, celle que j'ai citée tout à l'heure, l'ortie blanche et le bouleau, il faut les faire en séquentiel. Par exemple, en fonction des zones douloureuses, ça peut être avant les règles. Si on ne désire pas d'enfant, on va les prendre. Si on désire un enfant, il vaut mieux attendre de voir. Voilà. Et comme je le disais tout à l'heure, si c'est un problème de dysménorrhée, au bout de 3 cycles, on n'en souffre plus. Donc, attendons de concevoir pour faire ce problème, régler ce problème en prenant ces plantes pendant quelques temps. Et après, comme il n'y aura plus de douleur, parce que ça marche vraiment, hein, ça vraiment. Et bien à ce moment-là, on peut ne plus les prendre puisque les problèmes se seront amendés, quoi. Voilà. C'est surprenant l'action des plantes. Vous savez, il y a ceux qui ne les connaissent pas peuvent en douter, donc on a le droit de critiquer, mais ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est de critiquer des choses qu'on ne connaît pas. Voilà. Et ça, c'est quand même surprenant. La problématique aujourd'hui qu'on a avec les plantes, hein, j'en discute aussi régulièrement avec votre confrère, le docteur Jean-Christophe Charrier, qui est aussi spécialiste comme vous en phytothérapie clinique, c'est qu'il y a quand même assez peu de gens encore formés sur ce sujet, de médecins, et donc vraiment d'être dans un cadre médical, qu'il y a aussi beaucoup de gens qui utilisent des plantes à tort et à travers sans connaître les interactions entre les plantes, et donc voilà. Hein, tout est poison, rien n'est poison, tout est une question de dosage. On connaît bien cette phrase. Et comment, finalement, bien les utiliser à bon escient, dans les bonnes phases de la vie, avec les bons dosages, sous des formats aussi qui sont aussi appropriés. Ah oui, tout ça, ça aurait dû rester entre les mains de la médecine. Ça aurait dû être sur prescription. On en a fait une large utilisation pensant que ça n'avait aucun effet. Et en fait, on s'aperçoit que c'est insuffisamment bien contrôlé. Bon, ceci dit, la plupart des plantes, c'est considéré comme des compléments alimentaires. Donc, on est dans un domaine maintenant qui est largement utilisé. Heureusement, il y a toute une formation de ce qu'on appelle la naturopathie. Hein. Bon, je pense que vous avez pas mal d'auditeurs qui sont naturopathes ou qui connaissent la naturopathie. Et ces personnes ont pris le relais, finalement, d'une grande part de la médecine qui a laissé tomber toute cette connaissance. Voilà. Et c'est heureux, finalement, bon, bien que peut-être parfois il y a la formation qui est insuffisante. Hein. Il faudrait peut-être 3-4 ans pour vraiment bien se former à la naturopathie en général, parce que ça serait une branche de la médecine qui aurait dû être reconnue. Et donc la phytothérapie, ça en fait partie. Voilà, donc on devrait connaître ça entièrement. Si on peut citer un site intéressant, si vous avez besoin de vous renseigner, vous avez un site qui s'appelle Wikiphyto, qui a été fait par des médecins, qui est l'équivalent un petit peu de Wikipédia, mais consacré à la phytothérapie. Quand vous rentrez dedans, vous tapez le nom botanique d'une plante et vous avez tout ce que l'on devrait savoir sur le sujet. Vous avez les sources
publications scientifiques, les molécules qu'elles contiennent, etc., les indications, etc. Mais c'est réservé aux médecins, c'est-à-dire que celui qui va aller là ne doit pas se permettre de se dire « bien, tiens, j'ai vu qu'elle avait cet effet, je vais la prendre ». Non, il faut vraiment avoir recours à un spécialiste, un phytothérapeute, un pharmacien, un naturopathe, quelqu'un qui connaît vraiment le sujet. Les plantes, ce ne sont pas des choses anodines. Absolument. Voilà, ce qu'on peut dire. Merci de le rappeler. Est-ce qu'on peut clore le chapitre sur l'endométriose ou vous avez ajouté peut-être une ou deux informations assez essentielles? Je pense que vous avez parlé du livre de ma consoeur. Je pense qu'il vaut mieux se référer à ce qu'elle a dit parce qu'elle l'a vécu dans sa chair, donc elle sait ce dont elle parle. Elle sait ce qu'il faut faire et ne pas faire. Bon, au niveau diététique, il faut faire attention à tout ce qui va, par exemple, être un excitant comme le café, le thé. Oui, ça vous l'avez dit. Ouais. Et oui, voilà. Mais moi, je ne peux pas en dire plus. J'en connais pas plus que ce que certainement elle a pu dire, quoi. Très bien. Écoutez, en tout cas, merci infiniment. Désolée d'avoir fait pour nos auditeurs un tour assez rapide, mais je pense quand même assez complet. Peut-être vous avez pu prendre des notes au fur et à mesure, sinon on peut vous renvoyer évidemment vers le livre de Jocelyne que vous avez coécrit avec elle, et puis Caroline dont j'ai parlé plusieurs fois, Les fabuleux pouvoirs des bourgeons pour votre santé, donc qui est vraiment dédié aux bourgeons et qui n'est pas spécialement dédié au cycle féminin, même si on va retrouver des plantes dedans, dédiées au cycle féminin ou aux problématiques autour du cycle. Et puis, d'avoir noté au fur et à mesure les remèdes que vous avez pu noter. On peut retrouver de toute façon ces informations aussi sur votre site internet, le laboratoire Oemine, alors oemine-nature.com. Il y a plusieurs sites. Vous avez envie d'en donner un en particulier, docteur Dupont? Oh non, vous avez tout dit, Anne. Vous avez tout dit. Parfait. Oui. Et puis je rappelle aussi vos deux précédents livres. On avait fait des émissions dessus, Se libérer du psoriasis ou encore Soigner sa peau au naturel, puisque vous êtes dermatologue, aux éditions Erol. Merci infiniment, docteur Dupont, et puis à bientôt pour un nouvel épisode certainement. Et merci Anne de votre invitation. À bientôt, oui. Au revoir. À bientôt, au revoir. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. Bienvenue dans la saison 5 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.